Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez bien la présentation à l'écran? Donc, étude de cas, comment j'ai créé une audience de 1000 abonnés en partant de zéro. Yes, super. Alors, on va commencer dans quelques instants, Inch'Allah. On attend juste que ce soit l'heure, dans 3 minutes, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes content d'être là? Ok. Alors, alhamdulillah. D'accord. Donc c'est bien parce que j'ai besoin que vous soyez en forme pour me corriger les fautes d'orthographe que j'ai faites dans la présentation. Donc je compte sur je plaisante. Alors c'est une présentation que j'ai fait, relativement rapidement, donc du coup j'espère que, je n'ai pas fait de faute. À mon avis, ça m'étonnerait, mais bon, vous serez là pour me le dire, inch'Allah. En tout cas voilà, j'espère que, ce retour d'expérience vous sera profitable et n'hésitez pas à préparer vos questions. Je répondrai aux questions au fur et à mesure, pour gagner du temps. Bien évidemment, Paul. Rapidement et de qualité. Ok, je regarde juste si tout est ok à ce niveau-là. Ok, perfecto. Alors, je m'arrêterai de toute façon à chaque étape pour prendre les questions s'il y en a. Je vais juste mettre ça ici. Alors, est-ce que mes vidéos sont stockées sur Vimeo? Pendant très longtemps, mes vidéos étaient stockées sur Vimeo. Et ensuite, j'ai décidé de changer. Je les ai aujourd'hui, elles sont postées sur comment ça s'appelle, sur Wistia, parce que ça offre plus d'options en matière de tracking. Et à cette époque-là, Vimeo ne proposait pas l'accélération des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui comme moi qui veulent regarder les vidéos beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, il n'y avait pas d'option en natif sur Vimeo. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé. Pardon. Alors, comme vous l'entendez, je suis un petit peu malade, donc je vais essayer de ne pas trop tousser pendant l'événement. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va pouvoir commencer, Inch'Allah, il est 59. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Donc, je serai là pour y répondre. On va essayer de faire en sorte de tenir 45 minutes, voire 1 heure, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent. Alors, concernant l'horaire, d'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui bossent, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément disponibles à cette heure-là. Alors, dans tous les cas, Inch'Allah, vous aurez un replay qui sera disponible dans le lab et dans l'espace membre de WMA. D'accord? Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été abordé, comme d'habitude, vous nous contactez au service client, Inch'Allah, et on fera un plaisir de vous répondre. Alors l'objectif, pardon, de cette intervention, c'est de vous présenter donc le parcours du combattant que j'ai vécu pour lancer saïdamzil.com. Alors, comme vous le savez, je vais resituer un petit peu le contexte. Il y a à peu près 6 mois, donc je me suis fixé un autre challenge, un énième challenge où, quand j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de membres de WMA qui ne parvenaient pas à travailler sur leur objectif, sur leur site internet parce que, ils pensaient manquer de temps. Ils manquaient de temps et en tout cas, ils n'arrivaient pas à se dégager du temps, le temps nécessaire pour travailler sur leur projet. Je me suis dit: «OK, donc le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est forcément de le faire, moi-même», sachant que j'avais déjà une activité, relativement chargé, notamment avec le site muslimpreneur.fr et donc les différents projets sur lesquels je travaillais à ce moment-là. Et donc en fait, je me suis dit: «Voilà, je vais lancer saïdamzil.com» parce que ça fait longtemps que c'est dans les, c'est dans les sur les starting blocks. Donc je lance, je crée mon audience, je suis le parcours de WMA et puis je fais un feedback pour montrer aux gens comment tout cela s'est passé. Et puis, en réalité, ça a été une belle leçon pour moi parce qu'il y a des moments où, j'ai rencontré des difficultés, des obstacles, donc de choses que je n'avais absolument pas prévues et je vais vous expliquer comment j'ai pu les surmonter, Inch'Allah. Alors,
Ici, dans cette présentation, je vais vous présenter les étapes importantes dans la création de l'audience, parce que l'objectif, c'est aussi de refaire un cours ou un rappel sur les différentes étapes, sur les stratégies à employer et sur les techniques avancées que j'ai pu utiliser pendant mon parcours. Ensuite, les difficultés que j'ai rencontrées, comment je les ai surmontées. Ce que l'on appelle la stratégie de la prééminence. Donc ça, c'est une stratégie qui, vous le verrez un peu plus loin, c'est une stratégie que je tiens d'un de mes mentors qui s'appelle Jay Abraham. C'est l'une des stratégies les plus populaires de son programme de formation. Et donc, je vous expliquerai en quoi ça consiste et comment j'ai utilisé une partie de la stratégie de la prééminence pour faire avancer mes projets. Tac, tac, tac. Donc je répondrai à la question juste après. Donc YouTube, comment je suis passé de 0 à 900 abonnés et les bonnes pratiques en matière d'optimisation, donc des pratiques que j'ai découvertes au fur et à mesure parce que j'étais pas forcément sur YouTube avant cela. Les techniques de promotion gratuites et payantes que j'ai utilisées et comment penser et construire son premier produit numérique. Donc ça sera un rappel puisqu'on a déjà fait un webinaire il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. Alors, très bonne question de Ilias. En quoi mon site perso diffère de WMA? Alors en fait, il y a deux choses en fait. La première chose, c'est que quand j'ai lancé saïdamzil.com, l'un des critères que j'ai décidé de mettre en place, c'est de ne pas utiliser la base de données de Muslimpreneur ou de WMA pour lancer saïdamzil.com. En tout cas, pour créer l'audience autour de saïdamzil.com jusqu'à ce que j'atteigne les 1000 abonnés, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que saïdamzil.com, en fait, c'est plus un site personnel. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur, j'aime beaucoup, beaucoup apprendre et plus je progresse dans l'apprentissage, plus j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Et toutes ces choses, j'ai envie de les partager, j'ai envie de les appliquer, j'ai envie de les enseigner à des gens, etc. Et donc, du coup, je ne pouvais pas le mettre dans le même site que WMA ou que Muslimpreneur, parce que c'est un site, c'est sur une thématique totalement différente, notamment liée au développement personnel, à la psychologie, aux neurosciences. Donc, c'est vraiment un site différent, un site à part. Alors, on reparlera un peu plus loin de la thématique et comment j'ai fait pour déterminer celle-ci. Alors, avant le challenge, donc sur Instagram, j'avais 550 abonnés, newsletter 58, YouTube, j'avais 39 abonnés, je venais juste de lancer ma chaîne. Et au niveau des amis Facebook, j'en avais 302, j'avais créé un compte Facebook spécifique à ce moment-là également. Alors après, donc là, au moment où je fais cette vidéo, donc ça, c'est les captures d'écran que j'ai faites ce matin. Donc Instagram, 2400 abonnés. Je vous expliquerai ce que j'ai utilisé comme stratégie et comme outil pour ce faire. Newsletter, 1350 abonnés au moment où je vous parle. YouTube, 903 abonnés. Et ami Facebook, 1151. Alors ami Facebook, c'était pas très important pour moi à la base. Je l'ai mis comme ça au début, avant le challenge. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire sur Facebook depuis son profil. D'accord? Alors, vous le savez, moi, je suis absolument pas fan de Facebook et des réseaux sociaux en général. Donc, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort pour commencer à m'intéresser au sujet, commencer à interagir sur les réseaux sociaux de la manière la plus productive qui soit, parce que les réseaux sociaux en soi font tout pour tuer votre productivité. Et donc, du coup, je vous expliquerai ce que j'ai utilisé comme stratégie pour éviter ça, justement. Donc, vous avez vu qu'il y a eu une sacrée amélioration au niveau de l'audience, même si voilà, il y a eu 3-4 mois pendant lesquels je n'ai pas trop travaillé sur mon projet. Alors, premièrement, les étapes importantes dans la création de l'audience. Alors, si vous faites WMA, vous le savez, donc il y a 9 étapes au total. Alors, je vais vous rentrer un peu plus dans le détail dans certaines d'entre elles. Donc, il y a définir le projet, un projet de vie ou un projet professionnel. C'est important parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas les atteindre, comme dirait Sun Tzu. Et c'est vraiment important d'avoir de la visibilité. Je sais que c'est une étape qui est négligée par moment par certains membres ou certaines personnes de façon générale, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que, je le sais aujourd'hui encore plus qu'avant, si vous n'avez pas un projet clair, précis, détaillé, eh ben, vous n'envoyez pas de signal à votre cerveau et vous n'utilisez pas clairement toutes les capacités de votre cerveau pour pouvoir vous diriger, trouver des raccourcis, des accélérateurs. D'accord? C'est important de commencer par la définition du projet et notamment le projet de vie. D'accord? Souvenez-vous, c'est quelque chose qu'on voit également dans la formation WMA. Le projet professionnel, entre guillemets, vous sert à financer un projet de vie, vous sert à accéder à un mode de vie. D'accord? Alors après, on verra qu'il y a la possibilité également de concilier les deux, donc projet de vie, projet professionnel. C'est un peu l'histoire de saïdamzil.com. Alors, comment utiliser, alors je réponds en même temps aux questions, comment utiliser un titre de champion du monde dans le domaine, pour avoir des formations dans ce domaine? Comment
Comment utiliser un titre de champion du monde dans un domaine pour vendre une formation dans ce domaine? Ah d'accord, ok. Donc tu fais référence, j'imagine, à ton titre de champion du monde de lecture rapide. Je crois que c'est champion de France de lecture rapide. Si c'est ça, confirme-moi que je comprenne bien et que je ne fasse pas d'erreur dans la réponse que je vais te donner. Mais en gros, la question de Mohamed, c'est comment utiliser un titre qu'on a reçu pour vendre des formations dans un domaine. Alors, quand on a un titre, quand on a une certification, quand on a une audience, une autorité, c'est une preuve d'autorité, c'est une preuve sociale, c'est quelque chose qui montre que vous êtes quelqu'un. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça joue énormément. Vous avez énormément d'acteurs sur l'ensemble des marchés et l'une des meilleures façons de se différencier, c'est justement de montrer qu'on est différent, qu'on est sérieux, qu'on est quelqu'un de confiance. Et le meilleur moyen pour ce faire, eh bien, c'est d'avancer ses certifications, ou sinon ses preuves sociales, ou sinon ses preuves d'autorité, ou le nombre de personnes qui nous suivent, les témoignages, etc. D'accord? Et c'est vrai que c'est assez difficile. Moi, je l'ai vu quand j'ai commencé à lancer saïdamzil.com et qu'il y avait très peu d'abonnés sur la chaîne YouTube. Eh bien, je recevais quasiment des messages quotidiens de gens qui me disaient non, mais attends, je ne comprends pas parce que sur WMA, tu as énormément de gens, parce que les gens ne savaient pas que je faisais ce challenge-là en me restreignant, etc. Donc, ils disaient voilà, je ne comprends pas, tu as énormément de monde sur WMA, sur Muslimpreneur, etc. Et là, sur Saïd Amzil, c'est très. Comment tu l'expliques? Et donc, j'expliquais aux gens le challenge, etc. Donc, je sais que la preuve sociale et la preuve d'autorité, c'est quelque chose de très, très important. Donc, bien évidemment, ça, on le met en avant dans ses profils, on le met en avant. Quand vous avez une preuve sociale ou d'autorité, il faut la mettre en avant partout, dans votre bio, dans les pages qui représentent les premiers contacts avec vos prospects ou vos visiteurs. D'accord? Alors, je reviens à la slide. Donc, premièrement, définir son projet. Deuxièmement, choisir la thématique. Ensuite, choisir un positionnement. Donc, une fois qu'on a choisi une thématique, un sujet, on choisit un positionnement. Comment on se différencie, en gros, de la masse de concurrents qui évoluent sur notre marché. Ensuite, créer un site optimisé. Et optimisé pour la conversion et pour un certain nombre de choses dont je vous parlerai un peu plus loin. La création de contenu, je vous expliquerai ce que moi j'ai mis en place et ce que je vous invite à mettre en place dès aujourd'hui. Et vous allez voir que j'ai pas forcément changé mon fusil d'épaule depuis la création de la formation WMA. Plus que jamais, aujourd'hui, je vous invite à créer du contenu à forte valeur ajoutée parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui donne de la valeur à votre concept. Automatiser sa présence sociale, augmenter son audience. Donc, une fois qu'on a automatisé, alors, création de contenu, automatiser sa présence et augmenter son audience, ça, c'est des choses qui peuvent être des étapes qui peuvent être faites en même temps, si vous voulez. Ensuite, créer un produit et lancer son produit. D'accord? Je vous expliquerai aussi l'importance de lancer un produit, d'effectuer un lancement, parce que on entend beaucoup en ce moment, enfin, il y a beaucoup de gens qui nous contactent en ce moment et qui nous disent, voilà, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de lancer un produit sans faire de lancement, juste en automatisant les ventes, etc. Oui, c'est possible, mais il y a quand même des choses à garder à l'esprit. Tout le monde ne peut pas automatiser ses ventes tout de suite pour un premier produit, sauf si on a un budget monstre en termes de communication, parce qu'il va falloir, créer la preuve d'autorité pour créer la confiance, justement, et il va falloir attirer un maximum de visiteurs ciblés, en tout cas au départ, pour pouvoir évaluer le tunnel, etc. Bref, moi, je pense aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, que lancer pour un premier produit, il faut effectuer un lancement. Pas forcément un super lancement, mais créer un événement autour du lancement de son produit. Ok, tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous avez bien l'image, les slides, etc. Là, on est sur la slide programme, donc avec les étapes. Ok, super. Juste un instant. Ok, est-ce que vous m'entendez?
Ok, donc en fait les difficultés que j'ai rencontrées, donc j'ai rencontré des difficultés techniques, des difficultés en termes de stratégie. Je vais vous les présenter. Alors j'ai reçu énormément de messages comme celui-ci où les gens me disaient voilà on n'accède plus à ton site, on n'a plus comment dire, on reçoit pas les emails, on reçoit les emails mais on n'a pas accès aux formations gratuites. Bref, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que justement moi je travaillais sur plusieurs projets. Donc, j'avais absolument pas le temps réellement de travailler en plein temps sur saïdamzil.com. Donc, du coup, je revenais dessus une fois, deux fois par semaine. J'essayais d'avoir un maximum de régularité, mais c'était pas forcément évident. Et parfois, il y a des mises à jour de plugins, des choses comme ça qui font que votre site ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Et donc, je recevais des messages comme ça. Et vous savez, en fait, la majorité des messages liés à des problèmes techniques que j'ai reçus, étaient quand même des messages positifs. Quand on s'excusait pour la gêne occasionnée, etc., les gens me disaient non, non, ne vous excusez absolument pas, le contenu est génial, etc., etc. D'accord? D'où l'importance vraiment de créer uniquement du contenu à forte valeur ajoutée. Et comme ça, si vous avez des problèmes, des choses qui ne fonctionnent pas très bien, eh bien, au moins, les gens savent, connaissent la valeur que vous leur apportez au quotidien. Alors, j'ai référencé vraiment 4 problématiques. Les 4 problématiques ou obstacles que j'ai rencontrés sont les suivants. Premièrement, le choix de la thématique ou du positionnement. Alors moi, quand j'ai commencé le projet saïdamzil.com, j'étais passionné de développement personnel. Et plus j'approfondissais ce domaine-là, plus je me rendais compte que le développement personnel, c'est un terme au sens large qui inclut énormément d'autres thématiques ou de sous-niches. D'accord? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences. J'ai fait une formation en neurosciences. J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Je me suis intéressé à la productivité. Bref, ça faisait beaucoup de thématiques dans une même thématique. Donc, je me suis dit, OK, concrètement, là, je suis embêté parce que je crée du contenu. Je crée du contenu sur le développement personnel, mais il faut que je choisisse quand même un positionnement unique. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait m'aider, moi, concrètement, au quotidien. Et en fait, moi, je suis un passionné. Il y a quelque chose qui me passionne plus que tout, c'est de garder une positive attitude tout le temps. Quelles que soient les épreuves, les obstacles, les problèmes qui arrivent, garder une positive attitude. Parce que je sais que quand je suis positif, et vous aussi, on est hyper productif, on a plus de facilité à trouver des idées. Alors que si on laisse une porte d'entrée au stress, comme vous le savez sûrement, les neuroscientifiques ont publié pas mal de choses sur ça. Le stress, en fait, va bloquer votre capacité à réfléchir sur des solutions. Tous les neurones de votre cerveau travaillent en une sorte d'autonomie. Et donc, du coup, c'est le plus mauvais moment de trouver des idées ou d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Donc, le stress, ne serait-ce qu'un tout petit peu de stress, peut complètement changer votre vision du monde ou votre capacité justement à surmonter les problèmes que vous avez. D'où les nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les nombreuses recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est en colère, qu'il se taise, etc., etc. D'accord? Donc en fait, choix de la thématique, j'étais vraiment embêté. Et finalement, progressivement, j'ai fini par comprendre que ce qui m'intéressait vraiment, eh bien, c'était la positive attitude. Trouver tous les moyens possibles et imaginables d'aider les gens à être positifs. Et c'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, notre environnement, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, parfois notre entourage, parfois les gens avec qui on avance, eh bien, tout nous attire vers le négatif. D'accord? Les médias ne parlent que de choses négatives. Sur les réseaux sociaux, ce qui se partage le mieux, c'est les coups de gueule, et les polémiques, les débats et les problématiques au niveau mondial. On est beaucoup impacté par ce que nous dit notre entourage. Si quelqu'un nous explique un petit peu une péripétie qui lui est arrivée en partant en vacances dans tel pays, tout de suite, ça peut créer une croyance en nous que dans ce pays-là, c'est pas bon. Bref, c'est un vrai challenge et je me suis dit, OK, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ça, des Américains notamment, et ils ont beaucoup apporté, donc je vais me concentrer essentiellement sur ça, en utilisant toutes les techniques de développement personnel, mais à destination, avec l'objectif de créer un maximum de positive attitude ou de donner des concepts qui permettent de positiver un maximum. Donc, j'ai passé pas mal de temps quand même à rechercher une thématique, même quand je pensais l'avoir trouvée, eh bien, j'étais toujours en réflexion, si vous voulez. Deuxième problème, c'est le positionnement. Alors, le positionnement, ça fait partie de la thématique. Moi, à un moment donné, je commençais à recevoir pas mal de gens qui s'inscrivaient à ma newsletter et qui n'étaient pas musulmans. Donc, je me suis dit, OK, j'ai ciblé les musulmans pendant quasiment, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et là, je me suis dit, mais les concepts que je suis en train de découvrir n'ont pas forcément de lien direct avec la religion. Donc, ils peuvent profiter à tout le monde. Donc, du coup, je vais élargir mon audience et je vais toucher tout le monde, en fait. Et c'était assez difficile parce que dans les vidéos, en fait, quand on a pris l'habitude
pendant 5 ans, dire assalamu alaikum wa rahmatullah ou barakallahu fikum ou des choses comme ça, ben c'est difficile en fait de revenir en arrière. Et d'autre part, et, euh, et d'autre part, en fait, on est. Alors, je lisais le commentaire de Paul qui dit cool, on n'est pas sur la même thématique. T'inquiète, il y a de la place pour tout le monde. Et d'autre part, en fait, je me suis rendu compte que bah, une grande partie de mon audience sont des musulmans, parce qu'ils me découvrent sur Internet à travers les différents passages de Muslimpreneur, etc. Donc, voilà, je me suis retrouvé et je suis toujours comme ça dans cette idée de cibler tout le monde, mais je me rends compte que 70% de mon public est musulman et donc voilà. Donc c'est une problématique que j'ai référencée. C'est pas une grosse problématique non plus, mais quand même, parce que quand vous n'avez pas de positionnement clair, eh bien au niveau du discours, c'est compliqué de trouver les bons mots, les bonnes structures de phrases, etc. Et ça vous impacte même dans les partenariats que vous allez créer au fur et à mesure que vous avancez. Ensuite, au niveau des problèmes techniques, j'avais Bouge ta vie qui ne fonctionnait pas parce que souvent, il y avait donc des mises à jour sur mon ancien thème et donc du coup, ça créait des perturbations. Donc les gens n'y avaient pas forcément accès, ne pouvaient même pas s'inscrire si vous voulez. Donc ça a vraiment retardé la création et l'augmentation de mon audience. Ensuite, autre problème technique, une refonte du site pour des changements invisibles. Donc ça, je vais m'arrêter là un instant. Alors, souvent en fait, et ça c'est Tim Ferriss qui en parle. Il dit voilà, quand on a des grosses choses à faire, des gros projets sur lesquels travailler, souvent notre cerveau va nous amener à faire des petites choses, à dire ok, finis déjà ça, ces petits détails, et ensuite comme ça tu seras dans de bonnes conditions pour commencer à travailler sur les grosses actions. Et c'est un peu ce qui s'est passé. À un moment donné, je me suis rendu compte donc qu'il y avait ces problèmes de mise à jour sur mon site, et je me suis rendu compte qu'effectivement le thème était assez lourd, et donc on a décidé éventuellement de le changer. Et on pensait que ça allait nous prendre 24 heures, 48 heures. Et finalement, il y a plein de petits détails invisibles qu'on n'avait pas pris en compte et qui ont fait que la refonte du site a duré plus de 3 semaines, voire un mois. Ok, donc moi le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment de commencer avec le produit minimum viable, le site minimum viable, c'est-à-dire un site optimisé pour la conversion. Vous partagez du contenu à forte valeur ajoutée. Il faut que ça soit beau visuellement, bien évidemment, mais il faut que vous vous concentriez sur le contenu que vous partagez, sur la régularité, votre productivité. Et ensuite, une fois que le produit est lancé, que vous avez généré des revenus, là, à ce moment-là, vous disposez de toutes les capacités psychologiques et motivationnelles pour pouvoir revenir et travailler sur les détails ou les petites optimisations. D'accord? Alors, vous allez toujours avoir un développeur ou un graphiste qui, lui, ne voit que ça, qui va vous dire, voilà, en fait, non, ton logo, il est pas bon du tout, il faut que tu le changes. Ta charte graphique, elle est pas bonne. Non, ton site Internet, il faut que tu passes au web 3.0, etc., etc. Il a raison en soi. Mais dans votre cas, à vous, si vous n'avez pas encore lancé votre premier produit ou si vous n'êtes pas encore libre financièrement, si vous voulez, ben, il faut vous concentrer sur la création de valeur. D'accord. Tout ça, tous les détails viennent après. Moi, je suis des Américains, des formations d'Américains qui génèrent des millions de dollars chaque année et ils ont des sites, franchement, qui sont absolument pas optimisés à 100%. Parfois, on a des photos qui sont mal détourées, des choses comme ça, mais ils offrent de la valeur. OK? Alors ensuite, autre problématique, et ensuite je passe à la slide suivante, c'est le projet est resté en stand-by pendant 3 mois, notamment pendant les vacances. Parce que donc je suis parti en France, donc j'ai vu la famille, etc. Donc à ce moment-là, j'ai pas pu bien travailler. Et ensuite, j'avais mon Hajj à préparer, donc du coup, j'ai pas réellement travaillé, pas du tout même quand j'étais au Hajj sur mon projet. Et quand vous revenez 3 mois après, vous retrouvez face à une montagne et c'est assez difficile de reprendre les rênes de votre business. D'où l'importance de rester régulier, de travailler ne serait-ce qu'une demi-heure par jour sur votre projet, ne serait-ce qu'en lisant un article en rapport avec les actions que vous avez à mettre en place, d'accord? Ne serait-ce que de regarder une vidéo de cours sur WMA, même si vous n'appliquez pas les exercices tout de suite, au moins vous regardez une vidéo. Mais plus vous allez être régulier, plus vous allez être motivé et plus votre cerveau va vous trouver des raccourcis, des accélérateurs vous permettant de continuer à avancer vers l'atteinte de votre objectif. Alors Magid dit, quel est le strict minimum pour se lancer? J'ai un problème de perfectionnisme et je pense à cause de ça, ça prend énormément de temps à chaque fois sur des détails. Dire strict minimum au niveau graphisme, design, etc. Le site, les slides. Alors en fait, je t'explique. Tu sais, moi, je suis un adepte de la loi de Pareto. C'est-à-dire que je suis perfectionniste aussi sur plein de choses. Donc, des fois, je monte une équipe, donc forcément, tout n'est pas exactement comme je veux à chaque fois. Donc, je prends sur moi parce que je sais que ça ne sera pas
c'est du temps qui va pas m'apporter beaucoup. Donc 20% des actions qu'on met en place, c'est ce que dit la loi de Pareto, donne 80% des résultats. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre, aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller sur Fiverr pour 5 $, 10 $, tu peux acheter un logo, tu peux acheter une charte graphique pour le même prix, tu peux acheter une intro vidéo pour 5 $. Et ok, ça ne sera pas au top niveau, ce ne sera pas fait par un graphiste professionnel, ce ne sera pas ultra méga professionnel, mais ça fera le taf. Pareil pour les slides. Les slides, moi, pendant très longtemps, je les ai achetés sur Graphic Reverse. Donc, tu payes 10 €, 12 €. Tu as la possibilité d'avoir des slides très bonne qualité. Voilà, comme, alors, celle-là, je l'ai préparée rapidement parce qu'après, on comprend un certain nombre de codes. Mais voilà, te prends vraiment pas la tête sur ça. Le plus important, c'est la création de contenu. La création de contenu. Alors, au niveau de la création de contenu et l'optimisation de ton site pour la collecte d'emails, il faut que sur ton site internet, il y ait un certain nombre de moyens de collecter le contact de tes visiteurs. Alors, comment tu réunis une équipe quand tu débutes et que tu as peu de fonds, des freelances? Alors, en fait, ouais. En fait, moi, aujourd'hui, je réunis une équipe sur Muslimpreneur parce que voilà, on est lancé depuis longtemps, on a généré pas mal de revenus, donc on peut se permettre, on est dans une phase où il faut construire une équipe si on veut continuer à se développer, d'accord? Néanmoins, avant de lancer Muslimpreneur, avant de générer des revenus, etc., j'étais tout seul, mon épouse et moi, et on travaillait sur, d'ailleurs, le design de la formation WMA et le design qu'il y a aujourd'hui sont totalement différents. D'accord. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit passer par des sites comme 5euros.com, Fiverr, pour pouvoir trouver des gens qui travaillent qui t'aident à travailler sur des tâches exécutives, soit de te concentrer essentiellement sur la création de contenu. Alors, cette vidéo sera en replay sur le site. Alors, je vais continuer. Donc, stratégie de la prééminence. Alors, moi, j'ai un de mes mentors sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Jay Abraham. C'est un peu un papy du web marketing et du marketing de façon générale. C'est l'un des 5 meilleurs coachs mondiaux aux États-Unis. En tout cas, ça l'a été pendant très, très longtemps. Et j'ai eu le privilège de me former avec lui à plusieurs reprises dans le cadre de séminaires ou dans le cadre de formations en ligne approfondies. Et l'une de ses stratégies favorites, les plus populaires, c'est la stratégie de la prééminence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie de la prééminence? Ça veut dire d'être partout à la fois. En gros, moi, il m'a enlevé une croyance où je pensais qu'il fallait concentrer ses efforts sur un seul aspect. D'accord? Parce que effectivement, c'était logique, on peut pas être partout à la fois, donc forcément, mieux vaut concentrer ses efforts sur quelque chose et le faire bien, comme ça au moins, voilà, c'est un peu la loi de Pareto, etc. Et en fait, en approfondissant un petit peu la stratégie de la prééminence, eh bien, je me suis rendu compte qu'on pouvait être dans plusieurs endroits à la fois, travailler sur plusieurs supports à la fois, utiliser plusieurs supports de croissance à la fois, sans forcément que ça nous prenne plus de temps que ça. D'accord? Je vais vous expliquer comment. Alors, l'autre aspect de la stratégie prééminente, c'est quand vous avez déjà un produit à vendre, c'est que si quelqu'un sur votre marché, en gros, je pourrais la résumer comme ça, si quelqu'un sur votre marché se pose une question, a un besoin, comment dire, veut acheter un produit, etc., il doit absolument pouvoir tomber sur vous dans les résultats de recherche. C'est extrêmement important. C'est ça la stratégie de la prééminence. Alors en fait, donc moi à un moment donné, je me suis dit comment je peux faire donc pour publier du contenu sur YouTube, Facebook, Instagram, Medium, LinkedIn et sur mon site. Forcément, c'était compliqué en fait. On dispose que de 24 heures dans une journée. Dans ces 24 heures, il y a le temps qu'on accorde à la famille, il y a le sommeil, même si on essaie de dormir très peu. Et il y a pas mal de choses comme ça que je pouvais pas moduler. Donc j'avais très peu de temps et ça me prenait déjà beaucoup de temps, 1 heure voire 2 heures par jour pour monter les vidéos, pour les mettre en ligne, etc. Et ensuite, j'ai découvert, je pense que vous le connaissez aussi, Gary Vee. Gary Vee, c'est donc un entrepreneur du web qui fait plein de vidéos, etc. Enfin, c'est une machine à contenu. Et je me suis inspiré de ce qu'il a fait pour pouvoir travailler sur la création d'un contenu de base qui pourrait être distribué dans des formats différents partout sur les réseaux sociaux, partout sur Internet. D'accord? Alors, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, moi, il y a un truc qui est vraiment difficile pour moi, c'est les lives. Les lives, parce qu'il faut que je prépare. Avant, je travaillais beaucoup sur des scripts. Là, il faut que je fasse un live, il faut que je parle en direct, je peux bugger. J'avais une vraie crainte du live. Donc, je me suis dit, OK, l'un de mes mentors, notamment Jay Abraham, disait que quand il y a quelque chose qui vous fait peur dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est que c'est cette chose-là par laquelle il faut commencer. Parce que c'est celle-là qui vous fait évoluer sur le plan psychologique, au niveau
niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit. D'accord? Donc, je me suis dit, OK, khair, je vais commencer par les lives. Donc, je me suis fixé comme objectif de faire 2 lives par semaine. Et donc, chaque live, en faire des articles. Donc, un article pour Medium, un pour LinkedIn, un pour Facebook et la retranscription partagée sur mon site et transformer tout ça éventuellement en podcast. C'est-à-dire reprendre le son du live et le transformer en podcast. Et ensuite, faire des posts sur les réseaux sociaux en fonction de ce qui a été dit dans les lives. D'accord? Donc, en fait, on utilise un même support, donc le même support que l'on utilise partout, mais on va le distribuer ici, ici, ici et ici, et en différents formats et également sur les réseaux sociaux. D'accord? Ce qui nous permet d'avoir une centaine de contenus simplement à partir d'un contenu de base qui nous a pris 15 minutes à réaliser. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors, le mieux est les nuits du bien. Combien de temps justement par jour pour cette stratégie avant de vendre juste pour faire connaître le site? Alors moi, en fait, ça m'a pris à peu près 2 heures, voire 3 heures par jour au début. Pourquoi? Parce que le montage vidéo me prenait énormément de temps. Notamment le montage des vidéos courtes que je faisais. Et ensuite, j'ai pris la main. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas commencer à mettre des animations partout. Si j'ai le temps de le faire, je le fais. Si je n'ai pas le temps de le faire, je fais des montages basiques, c'est-à-dire intro ou trop. Et je poste ça directement sur les réseaux sociaux. Alors, comment écris-tu Gary Vee? Alors, Gary Vee, oui, c'est Gary Vaynerchuk. Quelqu'un l'a mis juste en bas. Donc Gary Vaynerchuk qui aujourd'hui est un entrepreneur qui cartonne tout. Alors ILS dit Gary Vaynerchuk est certes sur tous les médias, mais c'est surtout les partages de nombreux de sa communauté qui rentabilisent beaucoup l'approche. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, on ne regarde pas comment lui rentabilise son business, parce que lui, c'est un investisseur, il a une communauté de plus d'1 million de personnes, etc., etc. En fait, moi, ce qui m'a intéressé dans sa stratégie, c'est la façon dont il diffuse son contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il prend son téléphone, il fait un live, et on retrouve en fait, ce live dans différents formats, ce sont les mêmes concepts qu'on retrouve dans des articles Medium, dans des articles publiés sur LinkedIn, parfois ce sont les mêmes articles sur Facebook également, et dans les posts sur les réseaux sociaux. Et il va reprendre également son live, il va le découper en plusieurs, enfin lui ou son équipe va le découper en plusieurs petites séquences avec une idée, un concept à chaque fois, et il va partager ça également sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'à partir d'un seul contenu, eh bien, un contenu qui nous a pris peut-être 15 minutes, eh bien, on a le potentiel de pouvoir créer des centaines de contenus qu'on partage sur les réseaux sociaux. D'accord? Ce qui nous permet de toucher différents types de personnes, parce que vous avez des personnes qui sont intéressées par la vidéo, qui sont plus plus susceptibles de regarder une vidéo, d'autres plus susceptibles d'écouter un audio, d'autres bien évidemment de lire un article. Moi j'aime toujours lire des articles, notamment sur Medium, et ça nous permet aussi d'utiliser comme levier de croissance toutes les plateformes existantes, d'accord, aussi bien LinkedIn, Facebook, donc tous les réseaux sociaux, et également les plateformes de microblogging. D'accord. Après, Gary Vaynerchuk, effectivement, lui, il a un business, il vend du média, il a une agence de médias, il est toujours, je crois, président de son entreprise de vin, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressé dans son approche, c'est celle-là. Et cette approche-là, même si je n'ai pas pu effectuer pour toutes les vidéos tous ces aspects-là, eh bien, ça m'a permis de faire en un mois ce qui m'aurait fallu peut-être 1 an à faire. D'accord? C'est-à-dire que j'ai plusieurs articles sur Medium, plusieurs sur LinkedIn aujourd'hui, ce qui m'a permis de booster mon nombre d'inscrits sur LinkedIn. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, de produire au moins une 50aine d'articles issus de ces vidéos-là sur mon site. Et du coup, en fait, ça te permet d'être partout rapidement, tout simplement. Alors, du coup, l'idéal serait de faire un article avec la version vidéo à la fin. Tout à fait. En fait, ce que tu peux faire, moi, je ne me prenais pas la tête, c'est-à-dire qu'à partir de la version live de la vidéo, je faisais une retranscription de la vidéo, où je faisais faire une retranscription en passant par 5euros.com, une retranscription de la vidéo, si celle-ci était longue notamment, et cette retranscription, je la postais sur mon site internet, ce qui permet donc d'avoir du contenu sur une page, du contenu très long, parce que même une vidéo de 15 minutes, eh bien, c'est tout de suite un article un contenu de plus de 2000 mots, ce qui est bon pour le référencement. Et honnêtement, tu vas sur mon site internet, je n'ai pas vraiment travaillé sur le design ni quoi que ce soit, j'ai écrit donc retranscription et je l'ai posté pour vraiment gagner du temps. Si j'avais plus de temps, j'aurais fait quelque chose de beau gosse, mais là, voilà, je l'ai posté directement. Ensuite, sur Medium, ce que vous pouvez faire, Medium, Facebook et LinkedIn Pulse, les articles sur LinkedIn, c'est de les publier à 7 jours plus tard.
D'accord? Il y a de nombreux experts en matière de SEO qui ont fait des tests et qui ont regardé si c'était présenté comme du contenu dupliqué, si ils étaient pénalisés en dupliquant des articles qu'ils avaient écrits sur leur site internet, en les mettant en fait les mêmes articles, en les mettant sur LinkedIn, Medium et sur Facebook. Et ils se sont rendus compte que non. À partir du moment où l'article commence par un lien vers le contenu de base en disant cet article a été publié une première fois sur ce site internet-là, en mettant un lien vers l'article de base. Donc là, ce n'était pas considéré comme du contenu dupliqué, mais pourquoi il faut le faire à une semaine d'intervalle? Tout simplement pour éviter que ces sites-là ne soient référencés plus haut que vous dans les moteurs de recherche. Parce que forcément, Medium, LinkedIn sont des sites internet qui ont une forte autorité auprès de Google. Et donc du coup, ils auront toujours l'avantage par rapport à votre site internet, sauf si votre contenu a été publié avant sur votre site web. Là, c'est pour ça qu'il faut attendre 7 jours. Alors, Medium, c'est un mélange entre un réseau social et une plateforme de microblogging. Il y a plein de gens qui vont même créer leur blog directement depuis Medium. C'est une bonne plateforme. Alors, l'inconvénient, bien évidemment, comme tous les réseaux sociaux, c'est que ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si demain, vous ne respectez plus les règles ou si demain, il y a un changement d'algorithme, eh bien, tout votre travail tombe à l'eau. Donc, il faut s'en servir comme plateforme intermédiaire. Mais c'est une super plateforme parce que d'une part, c'est une plateforme sur laquelle il y a énormément de journalistes, parce que la plupart des gens de Twitter sont sur les journalistes, etc., sont sur Medium. C'est une plateforme émergente en France, il n'y a pas encore, c'est pas encore très concurrentiel comme aux États-Unis, et ça permet d'écrire des articles de manière extrêmement rapide et de beaux articles faciles à lire pour les lecteurs. Donc, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le contenu de base et le republier 7 jours plus tard sur LinkedIn. Alors, je réponds à une dernière question, après j'enchaîne. Donc, j'ai l'impression que c'est l'approche à la mode pour vendre du contenu également, c'est-à-dire plutôt que de faire une grosse formation qu'on met en vente, on fait des mails ou des petites vidéos qu'on envoie aux clients sous la forme d'un abonnement. Alors, tout dépend en fait. Franchement, il y a énormément de types de produits différents. Moi, j'ai déjà acheté ce type de produit-là, tel que tu les présentes. C'est-à-dire, j'ai déjà acheté pour une formation de copywriting, donc une série d'emails pendant 90 jours avec un exercice à faire à chaque fois. D'accord? C'est une formation de 180 €. Alors moi, je m'intéresse. Alors c'est peut-être parce que je suis un marketeur dans l'univers de l'infoprenariat, mais je regarde plus le contenu et ce que ça va m'apporter plutôt que le contenant. D'accord? Que ce soit une formation, une grosse formation sur une grosse plateforme, etc., ou une série d'emails, ça reste du format. Ce qui compte vraiment, c'est le contenu. Alors, bien évidemment, le format va jouer sur le prix. Si tu proposes une formation dans un espace membre sécurisé où tu reçois des codes d'accès, des choses comme ça, et que tout est bien designé, eh bien, la valeur perçue auprès du prospect ou du client sera beaucoup plus importante que de recevoir une série d'emails. D'accord? Donc, ça va jouer également au niveau du prix. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur que cela apporte. Qu'est-ce que ça te permet de réaliser comme projet ou quels objectifs ça te permet d'atteindre? Alors ensuite, partie 4, YouTube de 0 à 900 abonnés et les bonnes pratiques en matière d'optimisation. Alors, je précise que lorsque j'ai commencé ce projet, j'avais une chaîne YouTube que je venais de créer, mais je ne m'étais pas encore beaucoup documenté. Les connaissances que j'avais sur YouTube, c'est des connaissances que j'avais qui dataient d'il y a 3 ans. La plateforme avait beaucoup évolué depuis. Donc, du coup, j'ai tout repris à zéro. J'ai tout repris à zéro. J'ai lu les meilleurs articles sur le sujet, notamment ceux de comment ça s'appelle? Donc, ah oui, Challenge Johnson, etc., etc. Donc, des gens qui font du personal branding sur YouTube et qui donnent des conseils également sur les médias sociaux. Alors, les outils que j'ai utilisés, donc les outils que j'utilise aujourd'hui, parce que j'ai utilisé plein d'outils et ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour moi, c'est ça, c'est ScreenFlow ou iMovie. Donc, quand j'ai du temps, je travaille la vidéo sur ScreenFlow et ensuite je la balance sur iMovie pour ajouter des sons, etc. J'ai plus de facilité sur iMovie. Ça, c'est pour enregistrer donc le son de ma voix quand j'enregistre. Et ça, c'est pour synchroniser donc la vidéo et le son. D'accord? Donc Sony TX650, c'est le dictaphone des YouTubeurs. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé de mieux. Pendant longtemps, j'ai utilisé des micro-cravates. Mais là, ça, c'est génial. Après, c'est vrai que là, Pluralize, donc ce logiciel-là est payant. Mais vous avez l'option, si vous avez Final Cut ou des logiciels de montage comme ça, vous avez déjà l'option qui vous permet de synchroniser les deux. D'accord? Donc ça, c'est pour les outils.
Alors en fait, comment je faisais? Concrètement, il me fallait des idées. Alors je me souviens que quand j'étais, il y a 3 4 ans, quand j'étais au Mexique, on avait été invités, donc des blogueurs, des marketeurs qui avaient gagné un challenge sur une plateforme d'affiliation. Et il y avait donc 3 Français, et parmi ces Français, il y avait Olivier Roland. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il venait de commencer son challenge 100 vidéos, une vidéo par jour pendant 100 jours. Et en fait, il était omnibulé par ça. C'est-à-dire que dès qu'il avait une idée de vidéo, toute la journée, il pensait qu'à ça. Et dès qu'il avait une idée de vidéo, il la notait. Il questionnait les gens tous les jours. T'as pas une idée de vidéo? T'as pas une idée de vidéo? Et on lui donnait des idées, etc. Là, aujourd'hui, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai compris en fait l'importance de ça. Parce que on peut pas arriver comme ça. C'est un peu comme quand on est blogueur et qu'on ouvre son site internet pour écrire un article. On se retrouve souvent confronté au syndrome de la page blanche. On reste collé à son ordi pendant 1 heure, voire 2, sans idée, ce qu'il ne faut jamais faire au passage. Et donc voilà, d'où l'importance de préparer ses idées en amont. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'ai repris mon outil favori, donc Evernote, et j'ai commencé à noter donc les idées du jour qui me passaient par la tête quand j'avais des idées ou quand je lisais un contenu intéressant, les citations, notamment des livres que je lisais, parce que je lis énormément, les histoires inspirantes. Donc je sais que les histoires passent bien en vidéo parce que ça permet de faire passer un message beaucoup plus facilement, surtout si c'est quelque chose de complexe. Donc les concepts et les réflexions. D'accord? Tout ça, je l'ai noté sur Evernote depuis mon téléphone ou depuis mon ordinateur. Dès que j'avais des idées, je les notais. Et 24 heures avant ma séance d'enregistrement, eh bien, je relisais un petit peu toutes mes notes et je construisais rapidement les scripts de mes vidéos, d'accord, ou les points que j'allais aborder. Alors sinon, au niveau caméra, excellente question. Excellente question. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Alors j'utilise 2 choses. J'utilise mon réflexe. J'ai un réflexe effectivement Canon, je crois que c'est un 700D. Alors j'utilise vraiment les fonctions de base. Ou sinon, il m'arrive également d'utiliser mon téléphone portable, donc un iPhone 6S. Donc voilà, j'utilise soit l'un soit l'autre en fonction de l'endroit où je me trouve et en fonction aussi du fait, je ne devrais pas le dire, mais si j'ai chargé la batterie de mon Canon ou non. Parce que parfois, ou sinon, parce que voilà, j'ai une batterie et une carte mémoire de 32 Go, et parfois les vidéos prennent tellement longtemps que des fois, bah, on n'a plus de batterie ou on n'a plus de mémoire. Donc quand ça arrive, j'utilise mon téléphone. Oui, 700D, c'est ça. 700D, après, tu as des meilleurs. Alors, ça 700D, j'ai un objectif aussi. Alors, je pourrais pas dire, je te donnerai toutes les informations plus tard si tu veux, parce qu'il faut que je regarde. J'ai aussi acheté un objectif en plus du 700D sur les conseils d'un ami, 1.8, quelque chose comme ça. Alors, je m'y connais absolument pas. Encore une fois, j'utilise vraiment les options de base. Alors, au niveau de l'optimisation des vidéos. Alors, au niveau de l'optimisation des vidéos, c'est très simple. Aujourd'hui, lorsque je poste une vidéo, donc on ajoute un titre, on ajoute la description, une description relativement longue. Donc, au niveau du titre, quand j'ai pas eu le temps de faire des recherches de mots-clés, ce que je fais, c'est que je prends le thème de la vidéo, le mot en rapport avec le mot-clé en rapport avec le thème de la vidéo. Je mets un underscore dans la barre de recherche de YouTube et le mot en question. Et là, j'ai des idées en fait des idées de mots-clés que les gens ont l'habitude de chercher. D'accord? Donc, underscore, le mot-clé ou le sujet de la vidéo. Et là, vous avez en suggestion de recherche énormément de mots-clés. Et ce sont les mots-clés que les gens tapent généralement sur YouTube. Alors, le titre, ajouter la description dans laquelle on va intégrer bien évidemment le mot-clé, ajouter les tags en rapport avec la thématique abordée, rattacher la vidéo à une playlist, ajouter un écran de fin. Ça, c'est important aussi, un écran de fin qui invite les gens soit à s'inscrire à votre chaîne YouTube, soit à regarder une autre vidéo, parce que plus les gens vont être amenés à regarder des vidéos ou à rester sur votre chaîne, plus ça crée, vous obtenez la confiance de YouTube et il vous donne un peu plus de portée organique. Ensuite, ajouter une fiche. Ce sont des call to action, donc des appels à l'action que vous intégrez à la vidéo au début, au milieu et à la fin, qui les invitent notamment à s'inscrire à votre newsletter ou à votre programme gratuit ou à votre cadeau en échange d'une adresse email. Ajouter les sous-titres. Donc les sous-titres, c'est de moins en moins important parce que YouTube arrive de plus en plus à justement à capter ce que vous dites et à l'intégrer en fait au niveau des sous-titres. Les sous-titres sont là, j'ai corrigé des sous-titres récemment générés automatiquement par YouTube et honnêtement, il n'y a pas énormément de fautes, d'accord. Mais ça reste important quand même parce que certains experts disent que ça permet à Google ou ça permet notamment à YouTube de savoir ce que vous avez mis de connaître le sujet de votre vidéo et de pouvoir vous référencer en conséquence. Mais encore une fois, pour certains experts, d'autres experts, une autre école dit que YouTube aujourd'hui reconnaît ce que vous dites dans la vidéo et il vous référence par rapport à ce que vous dites plutôt que par rapport aux sous-titres. D'accord ? Dans tous les cas,
Étant donné que vous allez créer des retranscriptions pour votre vidéo, faites-les, injectez-les. Vous avez un outil sur YouTube qui vous permet de les générer automatiquement, de quadriller. Vous injectez vos sous-titres, donc le texte, et lui, il le met en forme. Et donc voilà. Ensuite, créer et ajouter une vignette personnalisée. Alors, au niveau des vignettes personnalisées, j'ai découvert quelque chose récemment qui fonctionne relativement bien. C'est donc vous avez un titre pour votre vidéo, d'accord? Donc, qui est ajouté sous votre vidéo. Et sur la vignette, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de mettre un titre un peu plus choc, même s'il n'intègre pas le mot-clé. D'accord? Un titre choc. Et les deux liés vont vous permettre d'obtenir un taux de clic beaucoup plus important. D'accord? Parce que vous avez donc le thème de la vidéo sur le titre en question, sur le vrai titre de la vidéo, et sur la vignette, vous avez un titre accrocheur qui donne envie ou qui attise la curiosité. Et enfin, postez un premier commentaire pour inciter les gens à commenter votre vidéo, parce que plus la vidéo est commentée, même si ça part en débat, même si ça part en polémique, plus la vidéo est commentée, plus celle-ci obtient la confiance de YouTube et elle est remontée dans les résultats de recherche. Honnêtement, je crois que ça a énormément d'importance, beaucoup plus qu'avant. Moi, j'ai vu que sur les vidéos où il y avait énormément de commentaires, eh bien, j'obtenais beaucoup plus de vues que les précédentes. Alors, moi, j'autorise les commentaires quasiment toujours. Enfin, j'ai toujours autorisé les commentaires, même s'ils sont mauvais, parce que, encore une fois, ça permet de mieux référencer la vidéo et ça permet de créer une discussion avec les gens. Alors, quand ils sont très, très, très mauvais, j'en ai pas reçu encore pour le moment, mais s'ils sont très, très, très mauvais ou insultants, je ne les accepte pas. D'accord? Parce que voilà, ma chaîne YouTube, mon site internet, ma page Facebook, c'est quand même chez moi, c'est ma propriété, et donc on n'invite pas les gens chez nous pour se faire insulter. Donc quand c'est vraiment insultant, j'enlève. Si c'est une recommandation constructive ou une critique constructive, il n'y a aucun souci, j'y réponds, mais je la laisse quand même. Alors en fait, faut pas que ce soit une peur, Paul, parce que donc Paul dit c'est une de mes peurs. Tu auras des commentaires négatifs. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais sûrement, tout le monde évolue avec une vision du monde issue de son expérience, issue de ses croyances, issue de tout ça. Et donc, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Toi, tu as posté quelque chose, par exemple, j'ai une vidéo qui s'appelle « La loi de l'attraction, l'islam compatible ou non ». Donc, j'ai reçu non pas des commentaires négatifs, mais plein de messages relativement négatifs. Alors, constructifs, donc du coup, je les ai pris en considération. Mais voilà, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens abordent un sujet avec leur vision du monde qui n'est pas forcément la tienne. Et donc, par conséquent, ça peut créer des petits débats ou des polémiques, mais c'est tout à fait normal. Mais tu verras que ce n'est pas la majorité des gens, ça arrive de temps en temps. Mais on a plus de facilité à se souvenir des commentaires négatifs que des positifs. Alors, est-ce que j'ai refait la vidéo? Pas du tout, non. En fait, je ne refais pas les vidéos à partir du moment où elles sont optimisées, postées, je les laisse sur le site. Alors, tac, tac, tac. Je t'en prie. Donc, partie numéro 5, les techniques de promotion gratuites et payantes. Alors, est-ce que vous avez des questions sur YouTube? Parce qu'il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés, faute de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que franchement, j'ai passé énormément de temps à travailler sur l'optimisation des vidéos et on commence à obtenir vraiment pas mal de résultats, sachant que là où on a vraiment commencé à se concentrer dessus, c'est à partir de septembre quand je suis revenu du Hajj. Ok, Inch'Allah, j'en parlerai dans l'un des prochains webinaires. Alors, est-ce qu'il est important, tac, 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 de faire un lien entre le site et YouTube? Tout à fait. Alors, très bonne question. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé face à un dilemme. C'est-à-dire que moi, mon objectif principal, dans le cadre de mon challenge, mais même de façon générale, c'était d'augmenter ma base de données email. D'accord, d'avoir énormément d'abonnés. Donc, tout ce que je faisais, tous les liens que je faisais depuis mes profils sociaux, mon site internet ou ma chaîne YouTube, c'était des liens qui redirigeaient vers une page de capture d'email. Donc, un webinar, bref, un moyen de collecter l'adresse email de l'utilisateur. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé confronté à une autre problématique, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris beaucoup plus d'importance qu'avant dans la valeur perçue que peut apporter une marque. Vous pouvez produire le meilleur contenu du monde, si vous n'avez pas une sorte de preuve sociale, c'est compliqué. Les gens ont du mal à vous faire confiance. Pour eux, il y a un hic.
comment tu arrives à me sortir du contenu comme ça alors qu'il n'y a personne qui te suit, d'accord? Les gens ne se demandent pas, voilà, il s'est lancé il n'y a pas très longtemps, donc du coup, il faut lui laisser le temps, etc. La première approche, la première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens, donc forcément, il ne faut pas forcément leur faire confiance. Donc du coup, j'ai commencé à réorienter ma stratégie. Donc j'ai travaillé sur de la collecte, j'ai toujours travaillé sur de la collecte d'emails, mais j'ai beaucoup plus mis en avant le nombre d'abonnés sur YouTube. D'accord? Pour deux raisons. La première raison, c'est pour augmenter donc la valeur, la preuve d'autorité, la preuve sociale. Et la deuxième raison, c'est parce que YouTube aujourd'hui, ça remplace un petit peu la télévision, si vous voulez. Donc, c'est l'opportunité pour les marketeurs Internet ou les entreprises du web de passer à la télévision, d'utiliser un outil qui leur permet de passer à la télévision ou l'équivalent de la télévision gratuitement. D'accord? Donc, ça demande des efforts, ça demande du temps, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut passer à l'action maintenant. Mais c'est quand même un avantage de taille à ne pas négliger. Donc, du coup, j'ai réorienté ma stratégie en mettant tous les liens, en repostant tous les liens vers ma chaîne YouTube ou vers des moyens d'augmenter ma preuve d'autorité et ma preuve sociale. Alors, comment faire pour remonter en résultat de la barre de recherche de YouTube? En fait, pour remonter les résultats, il n'y a pas photo. Il y a une technique qui consiste à, dès que tu publies la vidéo, alors, c'est une technique très importante. Dès que tu publies la vidéo, et ça rejoint un petit peu les techniques de promotion, il faut que tu mettes tous tes efforts à ce moment-là. C'est-à-dire que tu publies la vidéo, tu vas la partager sur les réseaux sociaux. Donc, partager sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, via la newsletter. En tout cas, les 10 premières minutes après avoir posté la vidéo, il faut qu'il y ait un flux de visiteurs important. Un flux de visiteurs important et les inviter à commenter, liker la vidéo parce que quand vous postez une vidéo et que vous avez plein de gens qui viennent la liker, la commenter ou la visiter dans les 10 premières minutes, ça envoie un signal positif au réseau social en question pour lui dire, voilà, en fait, cette vidéo, elle doit vraiment être pertinente parce que d'un coup, dès que ça a été posté, il y a énormément de gens qui sont venus dessus. D'accord? Alors, c'est un des critères, hein, je schématise un petit peu, mais en gros, c'est l'une des façons d'augmenter la viralité d'une vidéo. D'accord? Ça, je l'ai découvert, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps. On l'a testé sur Facebook, sur l'un des posts qu'on a fait sur la page Facebook, parce que ça fonctionne aussi sur Facebook. À partir du moment où vous postez un nouveau sujet, mettre tout en œuvre pour attirer un maximum de visiteurs et un maximum d'interactions les 10 premières minutes. Alors, je vais revenir en arrière rapidement. Moi, j'utilise un outil qui me permet de faire tout ça et qui me donne même des conseils d'optimisation, c'est TubeBuddy. Honnêtement, c'est l'outil le plus révolutionnaire que j'ai trouvé pour gérer sa chaîne YouTube. C'est un outil qui va vous dire ce qu'il faut optimiser, ce que vous avez oublié d'optimiser, ce qu'il faudrait faire. Il va vous sortir également la liste des gens qui ont laissé des commentaires. Bref, c'est un outil révolutionnaire. Si vous êtes un YouTuber ou si YouTube fait partie de votre stratégie de promotion, vraiment, cet outil-là, il est important. TubeBuddy, donc T-U-B-E, B-U-D-D-Y. Donc TubeBuddy, c'est la référence, surtout si vous êtes YouTuber. Alors, une fois que j'ai posté la vidéo, une fois que j'ai partagé la vidéo, donc la poster sur le blog avec la retranscription, annoncer sur Instagram avec un lien dans la bio, donc partager sur les réseaux sociaux, poster la vidéo sur Facebook en natif à J+1. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais poster le lien YouTube sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Donc ça va me permettre d'attirer des visiteurs tout de suite après le partage de la vidéo. Mais comme vous le savez sûrement, Facebook et YouTube, c'est la guerre. Donc du coup, ce que vous allez poster, les liens YouTube que vous allez poster sur Facebook n'auront pas beaucoup de viralité. Facebook bloque un peu la viralité des liens YouTube pour donner de la valeur au fait de publier les vidéos en natif directement sur YouTube, sur Facebook. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on poste le lien une première fois sur la page Facebook pour attirer un premier nombre de visiteurs. Et ensuite, à J+1, on va la publier en natif avec les sous-titres sur Facebook. D'accord? Ce qui va lui donner beaucoup plus de vues. Ensuite, regrouper plusieurs vidéos d'une même thématique dans un article publié sur Medium, LinkedIn ou Facebook. Donc, nous, c'est ce qu'on fait également. C'est-à-dire que quand on a un article intéressant issu d'un des lives qu'on a fait, on va le publier donc sur le site, sur Medium, sur LinkedIn. Et s'il y a moyen d'y intégrer l'une de nos vidéos, on va l'intégrer également dans l'article en question, ce qui permet de toucher un autre public et d'avoir un autre moyen de partager la vidéo. Et si l'article fonctionne bien, c'est un flux de visiteurs important que vous recevez sur la vidéo.
Ensuite, newsletter. Donc, faire une newsletter, ça vous le faites directement après avoir posté votre vidéo et partage dans les groupes et les communautés si vous y êtes autorisé ou si c'est un groupe qui s'y prête. D'accord. On n'arrive pas sur un groupe de la même thématique en postant, en faisant que de la publicité, alors que ce n'est pas un groupe dédié à la publicité. D'accord. C'est important de le rappeler. Moi, je ne l'ai jamais fait jusqu'ici. J'ai vu que sur certains groupes, il y avait certaines personnes qui avaient partagé mes vidéos. Donc, ça m'a ramené énormément de flux. Donc, je sais que c'est important. Mais voilà, je n'ai pas encore eu le temps vraiment de partager mes vidéos sur des groupes publicitaires ou d'autres, ou faire des partenariats avec des administrateurs de groupes. Alors, question. OK, le nombre d'abonnés, c'est comme... OK, dépendant de ton débit de publication, de ta niche. De plus, YouTube change souvent les règles du jeu. Un retour là-dessus. Alors, très bonne question de Ilyes. Donc, il dit, est-ce que le nombre d'abonnés, en gros, dépend du nombre d'articles que l'on va publier, du nombre de contenus qu'on va publier, etc., etc. Il y a des changements d'algorithme souvent sur YouTube. En fait, regarde, tu vois, dans tous les réseaux sociaux, il faut revenir à la logique des réseaux sociaux. Pourquoi un réseau social existe et quel est son objectif? YouTube, son objectif à l'heure actuelle, c'est de proposer, c'est un peu comme Google, c'est de proposer le meilleur contenu à la meilleure recherche d'utilisateurs. D'accord? Quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, il va taper développement personnel, YouTube va lui proposer le meilleur résultat de recherche, d'une part, et en plus de ça, comme il sait qu'il est intéressé par le développement personnel, eh bien cette personne-là, quand elle se reconnectera à YouTube, elle verra d'une part les vidéos des personnes, des chaînes qu'elle avait déjà regardées, et d'autre part des vidéos sur la même thématique. D'accord? Donc, à partir de là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu dois publier le meilleur contenu possible et imaginable, d'une part, et bien référencé en fonction de la niche avec les bons mots-clés. Et comme ça, si YouTube met ta vidéo face au bon public, donc tu as plus de chances déjà que YouTube mette la vidéo face au bon public, et d'autre part, ce public-là, il sera amené à regarder toutes tes vidéos par la suite. D'accord. Ensuite, au niveau des algorithmes, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on n'est pas chez nous, il y a des algorithmes qui changent tout le temps, donc faut rester connecté, mais il y a une certaine base qui va rester identique à tous les réseaux sociaux. C'est la pertinence, et comment la pertinence de ta vidéo ou de ton contenu, et comment ça, les réseaux sociaux ou Google le sait. Il le sait en fonction du nombre de liens et du nombre de vues que reçoit ta vidéo tout de suite, sans passer par une phase de promotion longue durée, donc les 10 premières minutes par exemple, par la popularité également de ta chaîne. Plus tu vas avancer, plus tu vas avoir d'abonnés et plus tu vas être populaire aux yeux de YouTube, et donc par conséquent, il va te privilégier par rapport aux autres. Et sinon, si tu es sur une niche, là, faut privilégier les bons mots-clés et les tournures et les thumbnails un peu marrants, les tournures de phrases un peu choc, d'accord, pour attirer l'attention. Je donne un exemple concret du frère Mehdi d'Arabe en ligne, qui n'utilisait pas forcément YouTube dans sa stratégie de communication, qui, il y a quelques semaines, voire quelques mois, a posté une série de vidéos où, donc avec un titre vraiment intéressant, apprendre l'arabe, vous apprenez l'arabe en 18 minutes, sinon je vous paye un café, un truc comme ça. Et tout de suite, comme c'est sur une niche, comme c'est marrant, comme c'est sans optimisation, sans rien, il a obtenu une centaine ou plusieurs centaines de milliers de vues sur sa vidéo. D'accord, et des milliers d'abonnés également par la même occasion. Donc, ce qu'on retient de ça, en fait, aussi, c'est qu'on ne sait jamais quelle est l'action qu'on va mettre en place qui va nous apporter énormément de résultats. Donc, il ne faut pas hésiter, surtout quand on est dans une phase de lancement ou qu'on n'est pas encore lancé, qu'on n'a pas le budget pour pouvoir acheter de la publicité, eh bien, on met tout en œuvre pour créer un maximum de contenu à forte valeur ajoutée. Et donc, voilà. Il suffit qu'un des contenus soit repris sur une playlist populaire ou sur un groupe populaire pour atteindre énormément de personnes d'un coup. Alors, je réponds à quelques questions, après j'avance, Inch'Allah, parce que là, on est bientôt hors délai. Alors, si on ne fait pas de vidéo, comment on peut avoir une audience sur notre blog ou sur notre site? Est-ce que ça nuit à notre business si on ne veut pas faire de vidéo? Pas du tout, en fait. La vidéo, c'est un outil. La vidéo, c'est un outil comme un autre. Aujourd'hui, moi, sur saïdamzil.com, les 1300 abonnés ne viennent pas forcément de YouTube parce que pendant très longtemps, je n'avais pas mis de fiche avec un lien vers Bouge ta vie, parce qu'on est en train de recommencer, de mettre à jour la formation de Bouge ta vie. Il y avait des choses qui ne concordaient plus. Donc, du coup, il n'y avait aucun moyen pour les gens depuis la chaîne YouTube de s'inscrire. Donc, la majorité des gens, je les ai collectés sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Medium, etc. Et à travers des jeux concours qu'on aurait fait, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est pour répondre à ta question, si tu veux pas faire de vidéo,
effectivement, tu te prives d'un moyen puissant d'attirer ou de créer une audience, mais les réseaux sociaux type Instagram, type Facebook, etc., sont également d'excellents leviers de croissance. Donc, il suffit simplement aujourd'hui de créer du très bon contenu, du contenu ludique, divertissant, et de le publier sur ces réseaux sociaux pour pouvoir créer une audience de la même façon que sur YouTube. Alors, Majid, tu vas publier, plus tu vas avoir de vues, donc plus tu augmentes ta fréquence de publication, plus mathématiquement tu auras de la chance d'être vu. Exactement, Mouloud a raison. Et j'ajouterai un point également, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je voyais ma chaîne, par exemple, augmenter d'1 abonné par jour. Donc, un abonné aujourd'hui, un abonné demain, un abonné, 2 abonnés le lendemain, etc. Mais plus on avance dans le temps, plus ce sont des dizaines d'abonnés qui s'ajoutent chaque jour. D'accord? Donc, gardez vraiment ça en tête, c'est exponentiel. Il y a des gens, par exemple, qu'on a suivis sur Instagram et qui ont commencé avec une audience de, je sais pas moi, 2000, 3000 abonnés et qui aujourd'hui ont 30 000 abonnés au bout de 6 mois parce que c'est exponentiel encore une fois. Plus vous avez d'audience, plus vous avez une capacité de croissance importante. Alors, combien de temps pour avoir ces premières conversions? Alors, qu'est-ce que tu entends par tes premières conversions? Est-ce que tu peux juste préciser ça? Alors ensuite, promotion payante. Promotion payante, moi j'ai utilisé plusieurs aspects. Donc sponsoriser mes posts via Facebook Ads. Alors moi je voulais pas vraiment investir beaucoup d'argent en publicité, même si on avait le budget pour investir, mais je voulais me mettre dans la peau de quelqu'un qui débute et qui n'a pas forcément les financements. Donc j'ai utilisé certains hacks. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte Yahoo, un compte mail Yahoo. Et Yahoo vous propose, alors aujourd'hui vous le propose, mais c'est un peu plus difficile, il proposait en fait d'ajouter ses contacts Facebook à sa boîte mail Yahoo. Et donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'avais à peu près 1000 ou 2000 abonnés. J'ai essayé aussi sur mon autre compte, j'avais 5000 amis et je les ai ajoutés. J'ai téléchargé également ma liste de personnes qui me suivent, ma liste de contacts sur LinkedIn. J'en avais un peu plus de 1000. Et donc, ça m'a fait une audience d'à peu près 10 000 personnes avec tous mes contacts également sur Gmail, etc., etc. Et donc, ces gens-là, en fait, j'ai récupéré leurs emails. Et bien évidemment, vu que je ne pouvais pas les contacter directement parce que c'est interdit, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une custom audience, donc une audience personnalisée sur Facebook. Et j'ai fait la promotion de certains webinars que j'ai créés pour saïdhamzil.com. J'ai ciblé essentiellement ce public-là. Alors, pourquoi c'est intéressant de cibler ce public-là? Parce que ce public-là vous connaît, donc il y a plus de chances qu'il crée des interactions avec votre post et donc que votre portée organique augmente également. Et c'est comme ça que, honnêtement, c'est l'une des meilleures façons, c'est l'une des meilleures façons d'augmenter son audience de manière exponentielle. C'est justement d'utiliser votre public de base, même s'il ne correspond pas totalement à votre cible. Parce que ça vous permet d'avoir une force de traction de base pour pouvoir attirer une portée organique. Alors ensuite, achat de bannière. Donc, il va arriver d'acheter une bannière sur un forum. Bon, ça n'a pas donné énormément de résultats. C'est une bannière d'une vingtaine d'euros, mais j'ai reçu pas mal de visites, mais ça n'a pas converti. Et j'ai utilisé également, là, j'utilise depuis hier ou avant-hier pour l'un de nos pré-lancements, ManyChat. ManyChat, c'est un outil qui coûte 10 euros par mois et qui vous permet, alors il y a une version payante, et qui vous permet de pouvoir créer une audience sur Facebook Messenger. Donc, et c'est vraiment intéressant parce que les taux d'ouverture et les taux de conversion des messages que vous envoyez sur Messenger atteignent même jusqu'à 90%. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est des choses qui n'existent plus dans l'email marketing. Et donc, du coup, j'utilise, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur Facebook, il ne faut pas se leurrer. Et Facebook met tout en œuvre pour vraiment prendre le marché et proposer aux gens de rester uniquement sur Facebook. Donc, ManyChat, c'est un outil qui vous permet de mettre en place une stratégie un peu comme l'email marketing, mais pour Messenger. Alors, combien de temps on a à avoir ses premières conversions, donc mail, gonfler sa base pour faire rentrer dans le tunnel de vente? Alors, il n'y a pas vraiment de timing, ça dépend de ta niche, ça dépend de ce que tu mets en place, ça dépend de la qualité de ton contenu. Moi, je sais que par exemple, pour mon premier webinaire que j'ai fait pour Saïd Hamzil, j'avais une 50aine de personnes, 50 mails, alors que j'avais fait un énorme travail de création de webinaire et tout ça. Donc, 50 mails, c'est pas énorme pour un gros webinaire où j'ai partagé vraiment du contenu frais pendant 1h30. Mais c'était le premier webinaire. Et le deuxième webinaire, j'avais 100 personnes. Le troisième webinaire, j'avais 250 personnes. Et donc, ça, comme je t'ai dit, c'est exponentiel et c'est aussi en fonction de la qualité de ton contenu. Quand tu postes ton premier webinaire et qu'il fonctionne bien et que tu obtiens un certain nombre de témoignages, même si c'est que d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes, eh bien, ça t'offre en fait des outils pour pouvoir promouvoir le second, le troisième, le quatrième, etc.
D'accord? Pardon. Alors, partie numéro 6, et c'est la dernière partie, comment penser et construire son premier produit numérique sur la base des besoins du marché. Alors ça, on l'avait déjà vu. Moi, je suis très attentif pendant cette phase-là, quand je crée l'audience, aux interactions que j'ai avec les gens. Quand je fais des webinars, donc je reçois énormément de messages, de questions, donc ça, je les note à la fin du webinar, en tout cas les questions les plus récurrentes, parce que je me dis c'est ça en vérité qui intéresse mon audience, d'accord? Et donc je les note, je les mets dans un fichier. Pareil pour les sondages, une fois par mois ou voire 2 fois par mois lorsque j'ai plusieurs événements à créer ou des contenus à créer, je vais regarder mes sondages. Qu'est-ce que les gens disent? C'est quoi leurs problématiques? Quels sont leurs besoins? Quelle serait la solution idéale pour eux, à leurs yeux? Et ça me permet de rester connecté avec les besoins du public. D'accord? Parce que des fois, en fait, plus vous allez augmenter votre expertise, et s'il y a des experts dans ce webinaire, ils le savent, plus vous allez augmenter votre expertise, plus il va y avoir un décalage entre vous, ce que vous voyez, votre vision du monde, et celle des gens que vous accompagnez. D'accord? Et donc, si vous commencez à leur partager cette expertise-là, ils vont pas comprendre, il va y avoir un décalage. C'est un peu comme si vous allez chez le médecin et vous lui dites, voilà, j'ai une angine, et le médecin vous dit, non, en fait, c'est pas vraiment une angine. En fait, c'est tout le mode de vie qui est à revoir parce que justement, et qui rentre un peu plus dans le détail de votre mode de vie de façon globale. Bah, vous allez le prendre pour un fou et d'autre part, vous allez le prendre pour quelqu'un de pas forcément compétent parce qu'il n'a pas répondu clairement, précisément à votre problématique. D'où l'importance de rester connecté avec le public. Et si on n'a pas cette chance-là de rester connecté avec le public parce que voilà, on n'a pas forcément le temps, et ben, au moment où vous allez commencer à créer votre produit, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Amazon, par exemple, notamment pour l'infoprenariat, si vous êtes producteur de produits numériques, de prendre des livres en rapport avec votre thématique et de regarder les commentaires négatifs, positifs et négatifs des gens, mais surtout négatifs, parce que ça vous permet d'une part de connaître les véritables problématiques des gens, leurs véritables attentes et ce que les concurrents éventuels ne font pas bien. D'accord? Donc, les commentaires Amazon, les commentaires et témoignages sur les forums. Et puis, quand vous faites des lives, reprendre, parce que dans les lives, il y a beaucoup d'interactions, reprendre les questions des gens pour les alimenter votre fichier où vous allez référencer les problématiques des gens. Et enfin, et ça, c'est très important, développer des relations avec un réseau de partenaires. D'accord? Alors aujourd'hui, vous avez LinkedIn, c'est un outil que j'ai pas forcément beaucoup utilisé ces 5 dernières années. Je commence à peine à l'utiliser depuis quelques semaines et je trouve que c'est un outil révolutionnaire pour créer un réseau parce que c'est un réseau social professionnel d'une part, mais là où c'est intéressant, c'est que la plupart des gens avec qui vous vous connectez, donc vous pouvez télécharger leur adresse email et souvent ce sont des adresses professionnelles. Et la loi vous autorise, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, d'envoyer un mailing à des personnes sur leur contact professionnel pour les prospecter. D'accord? Et ça, c'est une opportunité parce que il suffit de trouver des moyens plus ou moins conventionnels de générer un nombre important d'adresses email de professionnels ou de gens professionnels, voilà, et de leur envoyer un emailing pour essayer de créer des partenariats. Si sur 1000 personnes qui vous suivent sur LinkedIn, vous arrivez à créer, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine de partenariats, ben, c'est des partenariats qui peuvent peser lourd sur la balance au moment de votre lancement. Ça vous permet de toucher un public relativement large et l'audience de personnes qui sont peut-être des influenceurs sur votre marché. D'accord? Je suis vraiment désolé. Hein. Vraiment désolé, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu malade. L'hiver est arrivé ici, même si le ciel est bleu. Alors, question. Alors, je vais répondre à vos questions parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser pendant les 10 prochaines minutes, Inch'Allah, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, comment générer tous ces comptes mails, répondre aux commentaires et préserver son objectif de vie? Alors, en fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, souvent, en fait, on va se dire, ouais, mais en fait, si je fais tout ça, j'aurais pas le temps de vivre ma vie. En réalité, et tous les scientifiques ou tous les experts en matière de productivité ont fait des études, ont partagé des concepts par rapport à ça. Dans la journée, il n'y a que peu de temps où on est vraiment productif à fond, où on va vraiment faire quelque chose qui va apporter un résultat. D'accord? La plupart du temps, on va papillonner. Donc moi, ce que je fais, alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que quand je me fixe un objectif, je me dis, OK, là, je vais travailler pendant 1 heure sur tel projet, eh bien, je vais mettre soit je vais utiliser la méthode Pomodoro qui me permet de travailler par séquence, c'est-à-dire travailler 25 minutes, me poser 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, etc. Soit de faire des sprints de 60 à 90 minutes où je vais travailler uniquement sur un seul truc. D'accord? Parce que tu n'es pas obligé de faire tout ce que je viens de dire.
mais à un moment donné, quand tu fais plein de choses, tu vois qu'il y a des choses qui apportent plus de croissance que d'autres. Et donc, c'est là où il faut que tu te concentres sur ça et que tu ne rentres pas dans les détails, surtout si tu es quelqu'un de perfectionniste. Par exemple, pour poster un live, une retranscription de live sur tous les réseaux sociaux comme on l'a vu, en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Tu prends la retranscription, tu fais copier-coller sur ton site internet, tu fais copier-coller sur LinkedIn, copier-coller sur Medium, tu mets des sous-titres rapidement sur Medium, et en 1 heure, voilà, tu as 4 articles qui ont été publiés sur ton site internet et sur les différents réseaux sociaux. D'accord? Et entre-temps, tu peux récupérer des petites phrases comme ça que tu balances également sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut vraiment utiliser soit la loi de Parkinson, et si c'est pas fait aujourd'hui, en plus ça c'est vraiment intéressant parce que si c'est pas fait aujourd'hui, le temps est écoulé, à ce moment-là le temps est écoulé, tu passes à autre chose, et le lendemain tu verras que tu vas te forcer inconsciemment ou consciemment à être beaucoup plus productive pour atteindre ton objectif. Et puis avec la régularité, tu verras que tu iras beaucoup plus vite dans les actions que tu mets en place. Moi pour le montage vidéo, je passais de 2 heures voire 3 par moment à moins d'1 heure pour faire tout en fait, enregistrer, monter la vidéo et commencer à l'uploader sur le site. Pardon. Alors, par rapport à la stratégie du produit, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un produit AVC, in-lancement alors, un produit AVC, qu'est-ce que ça veut dire? In-lancement comme WMA, ou partir sur des petits produits avec plusieurs lancements dans l'année? Alors ça dépend vraiment des gens. Moi, j'aime bien... Moi, j'ai fait des lancements pendant 3 ans. Ensuite, j'ai automatisé les ventes sur le produit WMA. Donc, il a fallu un certain temps pour que je comprenne un certain nombre de paramètres. Mais moi, je conseille aux gens de commencer toujours par un lancement. Pourquoi? Parce que quand vous commencez par un lancement, vous créez en fait un événement sur votre marché. Donc, vous multipliez le nombre d'interactions que vous avez avec les gens et vous avez beaucoup plus de visibilité par rapport à leurs objections. Quand vous avez accès aux objections des gens, c'est une aubaine parce que ça vous permet de retravailler votre communication pour y répondre, retravailler votre produit pour pouvoir répondre aussi aux objections par la solution. Et voilà. Donc, moi, je privilégie quand même les lancements. J'aime bien les lancements. En plus, ça crée des événements, donc ça augmente aussi votre autorité, etc. Et pour les gros produits notamment. Et ensuite, l'automatisation dans un second temps. Après, quand il s'agit de petits produits, si tu as par exemple un premier gros produit que tu vas lancer tous les 6 mois, par exemple, en lancement, et des petits produits à côté, les petits produits peuvent être automatisés, bien évidemment. D'accord? En faisant des lancements evergreen, par exemple. Alors, peux-tu nous donner des astuces pour automatiser ces tâches? Alors, de quelles tâches tu veux parler? Parce qu'il y a beaucoup de types de tâches différentes que tu peux automatiser effectivement. Alors, exemple, oui, désolé, je tousse, hein, maintenant j'essaie de couper le son quand je tousse pour ne pas vous embêter. Alors, pour automatiser, en fait, je t'explique. Moi, sur mon compte Instagram, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Son of Growth, un truc comme ça. C'est un outil qui permettait d'automatiser la gestion du compte Instagram ou l'augmentation de l'audience. En fait, j'avais 500 abonnés, 600, 700. Ça évoluait vraiment pas beaucoup parce que justement, je travaillais pas sur Instagram. C'était pas forcément, j'avais pas le réflexe d'aller sur Instagram et de publier des choses. Je me concentrais vraiment sur la création de mon contenu. Et donc, j'ai utilisé cet outil-là. Cet outil-là, en fait, il te permet de faire 2 choses. Tu sélectionnes un certain nombre de hashtags et tu sélectionnes un certain nombre d'influenceurs sur ton marché. En fait, l'outil, ce qu'il va faire tous les jours, c'est qu'il va aller liker ou commenter ou ajouter des personnes qui ont posté les hashtags dans l'audience des influenceurs que tu as mis. D'accord? Donc, ils prennent les influenceurs comme base d'audience et ils regardent les hashtags qui ont été postés par les utilisateurs et ils vont s'abonner et se désabonner automatiquement des utilisateurs, etc. Donc ça, j'ai fait ça pendant à peu près 1 mois. Donc j'ai augmenté de manière significative le nombre d'abonnés sur Instagram, mais la qualité du public que j'ai reçu n'était absolument pas bonne. Donc j'ai arrêté l'outil parce que je suis retourné dessus 1 mois plus tard, j'ai vu le type de personnes que j'avais sur mon profil et j'ai stoppé tout de suite. D'accord? Donc les outils d'automatisation, à un moment donné, ils ont une limite. Voilà, Son of Growth, je crois que c'est ça. Hein. Et les outils d'automatisation, ils ont une limite. Il faut les utiliser de manière efficiente. Il y a l'un des outils que j'utilise pour poster tous mes contenus sur les réseaux sociaux en evergreen, c'est Meet Edgar. Donc M2ET Edgar. C'est un outil que vous pouvez alimenter.
en fonction de catégories, en fonction des réseaux sociaux, et qui, donc vous l'avez alimenté, vous avez mis des centaines de contenus dedans, et lui va tourner en boucle en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fini de publier les contenus que vous lui avez donnés, eh bien, il recommence une nouvelle boucle. Et ça vous permet d'être tout le temps visible, même si vous n'alimentez plus l'outil, si vous voulez. D'accord ? Ce qui est une différence avec des outils comme Buffer, où vous programmez vos publications, mais dès que vous n'avez plus de publication, il faut retravailler sur de la reprogrammation. Donc, Meet Edgar. Après, en termes d'automatisation, automatisation simple, qu'est-ce que je fais d'autre? Je réfléchis en même temps. Après, voilà, je vais utiliser Zapier ou Ift. J'utilise surtout Zapier parce que j'ai un abonnement et qui me permet d'automatiser certaines tâches. C'est-à-dire que quand je poste ma vidéo sur YouTube, elle est automatiquement partagée sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, etc. Instantanément, au même moment. D'accord ? Ça m'évite d'aller sur tous les réseaux sociaux, etc. Encore une fois, c'est de l'automatisation simple. C'est-à-dire que c'est moins pertinent que d'aller le faire manuellement. C'est-à-dire d'aller poster le vrai truc, la vraie image, ce qui fonctionne le mieux sur le réseau social en question, mais ça nous permet de gagner du temps, ce qui rejoint la question de Assia juste avant. Comment gagner du temps? C'est l'une des façons que j'ai trouvé de gagner du temps, notamment dans la promotion de mes contenus. Okay. Donc, chaque fois que je poste une vidéo, elle se poste automatiquement sur tous les réseaux sociaux de manière instantanée en utilisant justement Zapier. Zapier, c'est 20 € par mois. Vous avez Ift, IFTTT, qui fait exactement la même chose et qui est totalement gratuit. Donc, il y a moins d'options, mais ces options-là de partage sont disponibles. Comment avoir ton avis personnel sur notre idée de niche de produit quand on fait la formation de WMA? Alors, le plus simple, en fait, c'est de nous contacter au service client. Tu nous contactes sur contact.wma@muslimpreneur.fr et si tu hésites entre plusieurs thématiques, et nous, on t'accompagnera dans le choix de celle-ci. On ne donnera pas le choix, parce que c'est vrai que moi, au début, à l'époque, je disais aux gens, voilà, c'est cette thématique-là qu'il faut que tu choisisses parce que j'avais de la visibilité par rapport aux différentes opportunités. Mais je ne prenais pas quelque chose en compte, c'est la passion de la personne. Moi, aujourd'hui, je suis passionné, c'est ce qui me permet aussi d'être productif. Donc, on pourra t'aider, t'accompagner dans ton choix, mais le choix définitif sera à toi de le faire, Inch'Allah. Pas de souci, Mohamed, je vais faire une liste d'outils, même en général, que j'utilise. J'ai déjà une liste là, des outils payants et gratuits que j'utilise ou que j'ai déjà utilisés. Donc, alors, je vous mettrai la liste. Il y a des outils que j'utilise plus du tout, mais que j'ai testés, comme Son of Gross, ça, je n'utilise plus du tout. Mais je vous mettrai la liste complète. Et si vous avez besoin de précision par rapport à cette liste, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs réels. Je vous donnerai les avantages et les inconvénients pour ces outils-là, Inch'Allah. Wa fikum barakallah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sous combien de temps tu nous donnes cette liste? Alors, je vais essayer de travailler dessus là juste après. Alors, ce sera une liste basique, donc il n'y aura pas de design, ce sera toute la liste complète et je vais vous l'envoyer là. Je vais vous mettre un lien vers cette liste-là, Inch'Allah, ici, dans quelques minutes après le webinaire. Donc voilà. Alors, tac. Alors, combien de temps tu as mis, pour lancer ta campagne? Alors, tu me parles de quelle campagne, Majid? Campagne actuelle, parce que là, je viens de lancer effectivement une campagne de pré-lancement donc les inscriptions à une formation gratuite, un événement en ligne gratuit qui démarrera le 2 janvier. Je pense que ça va être un événement qui va vous marquer. Donc, venez participer. Ça vous permettra de voir exactement comment on lance un produit numérique pour ceux qui n'ont jamais lancé de produit numérique et comment aussi on crée de la valeur sur le marché, on crée de l'autorité. Et donc, je vous invite à vous inscrire, même si voilà, vous n'êtes pas forcément intéressé par le sujet, simplement pour voir un petit peu comment se déroule un lancement, quels sont les avantages et les inconvénients d'un lancement, quels sont les couacs que l'on peut rencontrer pendant un lancement, parce qu'il y a toujours des couacs. Donc voilà. Et j'ai même préparé une vidéo, ce sera pour les membres de WMA, mais je la partagerai sur le live, le live également, une vidéo, un bêtisier de mes premières vidéos de lancement. Des vidéos qui durent 10 minutes et qui m'ont pris, je sais pas moi, peut-être 2 jours à réaliser. Donc, je vous montrerai les fous rires, les choses comme ça que j'ai reçues, Inch'Allah. Alors, dernière question, et après, je vais y aller, Inch'Allah. Alors, 2 dernières questions, après j'y vais. Donc, Oumassia dit, d'accord, Jazakallah khairan, tu peux nous donner un ordre d'action à mettre en place par rapport à tout ça quand on n'a pas encore de produit pour se lancer sur les réseaux sociaux?
Moi, ce que je te conseille vraiment, parce qu'il y a quelque chose que tu pourras toujours réutiliser, c'est les contenus. Si tu n'es pas encore lancé, les contenus que tu vas créer représentent ta pièce d'identité. Le jour où tu vas faire un lancement, même si tu ne reçois pas beaucoup de visites dans un premier temps sur ces contenus-là, quand tu vas faire ton premier lancement, les gens vont trouver ça pertinent, mais vont se dire, OK, ben, je vais aller voir ce que propose Oumassia en temps normal. Et quand ils vont arriver sur ton profil, ton blog, ta page, etc., et de voir la qualité du contenu que tu proposes, eh bien, ça va te permettre d'augmenter d'augmenter le taux de conversion et le nombre de ventes pour ton lancement. Parce que on a accès à un contenu gratuit très pertinent. Donc, on sait que si on paye et qu'on accède au programme payant, on aura accès à beaucoup plus d'informations, un meilleur accompagnement. Bref, ça inspire la confiance. Quand on n'est pas encore lancé, et moi, c'est ce que je retiens aussi de cette expérience-là, c'est que on se concentre sur le contenu, la création de contenu, parce que d'une part, c'est ce qui est le plus difficile, et d'autre part, c'est ce qui est le plus pertinent après qu'on peut réutiliser soit dans le produit, soit dans les posts qu'on va créer sur les réseaux sociaux, bref, un peu partout. D'accord? Donc, c'est un investissement rentable. Dernière question, du contenu gratuit jusqu'au contenu payant, je veux dire le tunnel de conversion pour la première étape, etc. etc. Ok, moi j'ai commencé ce challenge, je crois, en février ou en mars. Ensuite, juin, juillet, août, j'ai pas du tout travaillé sur mon projet, donc c'était en stand-by. Comme je t'ai dit, je suis parti en vacances et je suis parti au Hajj, donc je faisais vraiment le strict minimum légal. Donc, je ne peux pas donner un ordre d'idée. Il y a des gens qui sont parvenus à se lancer en 6 mois, d'autres en 2 ans, d'autres en 3 ans. Moi, je sais que là, ça m'a pris peut-être 6 mois, voire 7 mois. Le temps de lancer mon produit, peut-être en janvier, donc ça m'aura pris, disons, 1 an, grand maximum. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de partages, le nombre de contenus. Moi, je conseille quand même d'avoir créé au moins une cinquantaine, une soixantaine de contenus intéressants avant de commencer à effectuer un lancement. D'accord? Après, c'est mon avis. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'on peut se lancer sans rien du tout. Moi, je ne pense pas. Je pense que pour vraiment apporter de la valeur et pérenniser son entreprise, il faut avoir créé énormément de valeur avant d'avoir demandé aux clients potentiels, aux prospects, de payer une formation ou quelque chose de façon générale. Voilà, voilà. Donc, Barakallahu fikum. Je vais donc vous faire une liste d'outils dans un instant. Si vous avez des questions par rapport à cette liste, n'hésitez pas. Je vais essayer de revenir sur les témoignages sur les commentaires un peu plus loin pour voir s'il y a des questions. Et je vous ferai un commentaire par rapport à chaque outil pour vous dire à quoi il sert. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Alors, il va falloir sortir de votre zone de confort, ça c'est clair, net et précis. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, si vous êtes loin dans votre zone de confort, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, tout va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel, beaucoup plus inconscient. Le plus difficile, c'est vraiment ces moments-là où vous devez créer du contenu, où on ne voit pas forcément de résultats venir, on ne voit pas forcément le bout du tunnel. C'est à ce moment-là qu'il faut se concentrer, parce que c'est à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. Mais honnêtement, plus vous allez travailler hors de votre zone de confort, plus vous allez prendre des bonnes habitudes productives, plus vous allez obtenir des résultats, et plus vous serez difficilement rattrapable par vos concurrents. Barakallahu fikum, je vous souhaite une excellente journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.